Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Ohana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019, alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût, et surtout dans quoi je me sens suffisamment à l'aise pour enchaîner les 3 disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction. Puis je l'ai perfectionnée, et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines. La majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas ? C'est pas grave, les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote, la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, écrivez-moi sur la page contact du même site, www.ohana.boutique. Ça s'écrit ohana.boutique. Je serai ravi de vous lire. Et maintenant, place à l'épisode. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour animer cet épisode, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Cette semaine, pour les plus assidus d'entre vous qui ont déjà écouté notamment un compte-rendu de course qu'on avait été faire à Ménène, là où on avait été invité par Frédéric Valniard, nous avons la chance de recevoir Victor Alexandre. Salut Victor. Salut. Bon, alors comme je le disais, on t'a tendu le micro très rapidement à l'arrivée de ta course à Ménène l'année dernière, avant qu'on revienne peut-être là-dessus et puis sur tout le reste, sur ta carrière, sur ton histoire en tant que triathlète. Et ce que je te propose, c'est de te tendre le micro, Victor, pour que tu nous dises tout sur toi. Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et que fais-tu dans le triathlon ? Donc voilà, moi c'est Victor Alexandre, j'ai 25 ans. Dans la vie, je suis kiné à mi-temps et triathlète depuis maintenant 6 ans. Je faisais du cyclisme en compétition avant, que j'ai dû arrêter. Enfin, j'ai décidé un peu de mettre le cyclisme de côté en commençant mes études de kiné, justement. Moi, j'habite dans la région de Namur, en Belgique. Voilà, j'ai 3 frères, donc on a une bande de 4 garçons, donc c'est toujours sympa pour faire du sport. Voilà. Et tu te situes où dans la fratrie, au milieu ? Enfin, même si au milieu de 4, c'est un peu compliqué, mais tu te situes comment ? Non, je suis l'aîné avec... j'ai un frère jumeau et on est les 2 aînés, puis on a 2 petits frères. Bon, et du coup, qu'est-ce qui te tire la bourre aux autres ? Est-ce que c'est plutôt eux qui t'emmènent ? C'est toi qui les emmènes ? Et puis, est-ce qu'ils font du vélo aussi ou du triathlon ? C'est comment dans la famille ? Ouais, du coup, quand on était petit, on a vite commencé à se faire des petits tours de France entre nous. On se faisait des parcours avec des points pour le maillot à pois, le maillot vert et tout ça. Et comme j'étais l'aîné et que le vélo, c'était vraiment un sport que j'affectionnais. Donc, on va dire que pendant un temps, c'est moi qui pouvais tirer la bourre. Mais maintenant, le petit qui a 18 ans, il fait du cyclisme en compétition. Il devient vachement bon. Donc, de temps en temps, il est costaud. Et par rapport à ton frère jumeau, du coup ? Parce que c'est marrant, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le cas de 2 jumeaux, tu vois, en triathlon. Ça doit être marrant. Il fait du tri ou pas ? Un petit peu, ouais. Il fait du foot, mais il fait aussi un peu de tri pour le plaisir. Mais il a déjà fait des triathlons à toutes les distances. Il a fait sprint, déo pas Ironman, mais il a fait le demi-Gérardmer l'année passée aussi. Il se débrouille pas mal, ouais. D'accord. Mais bon, on parle on n'est pas au même niveau. Toi, Non. Parce que t'as été assez modeste sur ta présentation, mais c'est vrai qu'en triathlon, t'es kiné à mi-temps et triathlète pro à temps plein, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je suis triathlète pro depuis cette année. Donc, pro, j'ai la licence pro Ironman et le statut élite à la Ligue belge. Maintenant, oui. Est-ce que je me considère comme un triathlète professionnel vraiment ? Je dirais que pas encore parce que voilà, Tu n'en vis pas ? Je n'en vis pas, non. Même plutôt, c'est pour l'instant, c'est un peu le fait de travailler comme kiné qui me permet un peu de vivre mon rêve et de participer dans des courses un peu partout en Europe. J'ai l'aide de partenaires et de sponsors aussi pour me soutenir.
Mais oui, le but dans un futur proche, c'est de pouvoir bifurquer uniquement sur le triathlon. Excellent. Et ça, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient malheureusement souvent. La plupart des triathlètes pro longue distance sont en réalité pro sur papier, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils gagnent leur vie avec. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec beaucoup d'invités. Donc voilà, c'est effectivement pas une surprise. Et quand tu dis que tu aimerais passer à temps plein, du coup, enfin en tout cas, pouvoir vraiment te dédier à 100% au triathlon, qu'est-ce qui te manque pour ça? Ce qui me manque pour ça, c'est... Bon, je vais être honnête, il me manque aussi un peu de résultats. Je pense que je fais des bons résultats, mais il manque encore un petit quelque chose en natation et en course à pied pour pouvoir accrocher les top 5, top 10 réguliers pour pouvoir entrer dans les primes sur les grosses courses. Peut-être aussi quelques partenaires, mais ça vient avec les années et les résultats, et ça se développe vraiment pas mal depuis cette année. Et oui, le fait de pouvoir passer à temps plein en triathlon, ça me permettra de m'entraîner plus et de me reposer entre les entraînements. Parce que pour l'instant, je suis un peu limité. On va dire que je travaille 15 à 20 heures en tant que kiné. Donc, si je fais 25 heures d'entraînement, ça fait déjà une grosse semaine. Ah oui, c'est clair. Surtout que, en fait, tes heures d'entraînement, il faut prendre un petit coefficient 1.2, 1.5 ou quoi, parce qu'en réalité, tu as en fait énormément de choses qui viennent en parallèle de l'entraînement, quoi. Je veux dire, que ce soit préparer ton matos, la logistique, le fait de t'inscrire aux courses, enfin voilà, tout ça, c'est des trucs qui viennent en plus des entraînements. Donc, juste compter les heures d'entraînement où tu as activé ta montre, tu sais, ta montre Garmin ou Polar, tu vois, c'est pas suffisant. Donc, tu prends tes heures sur Strava en gros et tu les multiplies par un coefficient, ça te donne. Ouais, c'est sûr qu'il y a tout ce temps-là en plus. Vraiment, quoi. C'est ouais, ça. Ouais. Un peu comme quand t'es kiné, j'imagine, t'as ton admin, t'as ta compta à faire, bah voilà, ça fait partie du boulot aussi. Exactement. Tu comptes pas que les heures en passant en consultation, quoi. Comment t'en es arrivé là? Parce que bon, on commence à te voir un petit peu à gauche, à droite. Tu vois, ton nom commence à ressortir de plus en plus. Donc, t'es en train de monter, on le sent, surtout sur la Belgique, mais même aussi sur des courses à l'international. Et ça a commencé quand pour toi, le triathlon? Donc, en fait, ça a commencé il y a 6 ans. Donc, j'ai arrêté le cyclisme en fin de réto pour commencer en première kiné. Et en fait, en première kiné, on avait un cours d'athlétisme d'endurance avec un test 5000 mètres à la fin. Et c'est ça un peu qui m'a remis un peu dans l'esprit de compétition, le fait de se donner à l'entraînement et de pouvoir avoir un objectif. Puis en deuxième, on avait un cours de natation et c'est ça qui m'a donné envie de m'inscrire à un triathlon, parce que je faisais toujours un peu de vélo le week-end ou quoi quand j'avais le temps. Et ouais, le premier triathlon, c'était un courte distance au triathlon de Maretsu. Et ça s'est plutôt bien passé, donc ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et quand tu dis ça s'est bien passé, ça veut dire... J'avais terminé... T'as eu des bonnes sensations? Ouais. Ouais, 7e, ouais. Des bonnes sensations, oui, ça va. En natation, Bon, je nageais pas encore très bien à l'époque, mais c'était loin d'être ridicule. Et puis, en vélo, j'avais quand même des bons restes de mes années de cyclisme en compétition. Et en course à pied, ça allait aussi, je me débrouillais. Donc, oui, j'avais fait 7e sur environ 300 participants. Ce qui est pas mal, parce que souvent, quand tu viens du vélo, tu te mets à la natte. C'est rare les cyclistes qui se reconvertissent et qui sont des bons nageurs directement, quoi. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance de toujours avoir des cours de natation à l'école et de bien aimer ça. Donc, tu sais, il y a ceux qui nagent un peu juste parce qu'il faut. Et moi, je voulais vraiment à chaque fois, si on avait un test où il fallait faire le maximum de longueur, j'ai toujours eu cet esprit de compétition et au final, c'est peut-être ça qui m'a aidé à pas trop mal nager. Oui, et puis honnêtement, le fait d'avoir des frères qui à chaque fois, on va au camping, à la piscine, on fait des courses entre nous aussi dans la piscine, donc ça permet de pas trop mal nager aussi. Ouais, toujours le fait de se tirer la bourre, c'est un peu la fameuse émulation de groupe quand on est en club ou quand on est entre potes en train de s'entraîner. Je pense que c'est encore plus vrai quand on a une fratrie assez rapprochée et notamment quand on a un jumeau ou une jumelle et qu'il y en a toujours un qui veut montrer à l'autre que c'est lui le plus fort.
Ouais, c'est vrai, ça, ça a toujours été un peu la compétition entre nous deux. Quand on était petit, on faisait plutôt du foot. Et c'est vrai que c'était à celui qui marque le plus de goals. Et ouais, on se comparait beaucoup. Et oui, c'est vrai que dans un sens, ça nous a vraiment tiré vers le haut, chacun dans tous les sports, hein, parce que on se faisait des courses. Enfin, on se mettait en compétition à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Donc oui, ça permet un peu de se tirer vers le haut. Et lui est aussi aujourd'hui dans le sport ou kiné ou pas du tout, il fait quelque chose il est dans qui le n'a rien à voir. sport, ouais. Donc lui, il vient de finir le journalisme et il commence comme D'accord. journaliste sportif, donc aussi quand même tourné vers le sport. Tout à l'heure, tu nous disais Ok. que tu as découvert le triathlon quand tu finissais l'Areto. Alors pour ceux qui sont pas belges, l'Areto, si je ne m'abuse, ça équivaut à la terminale, donc la fin du lycée, c'est quand tu passais ton bac, en gros. Euh, et du coup, C'est tu ça. découvres le triathlon juste avant de commencer les études supérieures, donc juste avant d'entrer en école de kiné. Comment est-ce que tu gères justement ce changement de rythme tout en découvrant un sport et on l'aura bien compris en quelques années en performant au fur et à mesure? Oui, ben en fait, donc j'ai découvert le triathlon à la fin de ma première année kiné. Donc la première année kiné, c'était vraiment surtout tourné vers les études et je passais beaucoup de temps à étudier. Et c'est là que je me suis dit, tiens, t'étudies beaucoup, mais t'as quand même le temps de faire un peu de vélo, un peu courir et tout ça. Et en deuxième, après avoir fait 2-3 triathlons pendant l'été, je me suis dit, j'allais quand même essayer de m'entraîner 10-12 heures semaine. Donc oui, c'était pas mal d'organisation. Après, je suis quelqu'un j'aimais bien les études de kiné, ça m'a vraiment fort intéressé. Donc j'arrivais à me motiver à me lever tôt pour étudier, parfois déjà avant d'aller au cours de 8h30. Et ouais, j'étais quelqu'un qui travaillait régulièrement et ça me permettait de pouvoir m'entraîner un peu toute l'année, même pendant le blocus et tout. Donc ouais, j'ai appris à bien gérer à combiner mon planning d'entraînement et d'études. C'est une sacrée discipline, surtout quand on est étudiant et que c'est bon. Allez, tu vas me dire peut-être pour les kinés c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que souvent quand tu es étudiant entre 18 et 23 ans, c'est pas toujours les années les plus allez où on est le plus où on est le plus discipliné quoi. Je veux dire, ça fait un peu la fête tout le temps. On a plus envie de penser à autre chose. C'était peut-être différent pour les kinés? Non, pour les kinés, pas vraiment. C'est vrai que Non, ils font aussi beaucoup la fête. ouais, c'est sûr. Avec la MAF à Louvain-la-Neuve, c'est quand même des gros sorteurs avec les EP. Maintenant, c'est plutôt moi je sortais du cyclisme de haut niveau, je vais dire. Donc, j'avais pas vraiment, même de 16 à 18, eu l'habitude de sortir et tout. Et en fait, même en première où j'avais mis le sport de côté, c'était pas quelque chose qui me donnait plus envie que ça. Et donc, le côté vie festive et tout, j'ai facilement... Bon, je voyais beaucoup mes amis, j'allais au pré, comme on dit, hein, et puis je rentrais à minuit ou quoi, mais je sortais pas en casa et tout pour pouvoir m'entraîner le lendemain et me lever tôt. Ouais, alors faut peut-être préciser parce qu'on a une audience assez internationale. Donc bon, Louvain-la-Neuve déjà c'est une ville universitaire. Je crois qu'il y a 60% d'étudiants dans la ville, c'est ça? Oui, c'est ça, au moins 60%. Voilà, donc c'est une grosse ville d'étudiants et avec une des plus grosses universités du pays. Et la Casa, c'est enfin, je te laisse le présenter, tu connais peut-être mieux que moi. La casa, c'est un peu là où tout le monde sort le soir. C'est un peu comme une boîte de nuit, mais vraiment juste pour les étudiants. Et il y en a quelques-unes dans Louvain-la-Neuve, mais la plus populaire, c'est la casa. C'est ça, c'est un peu comme une boîte de nuit, mais en un peu plus cracra quand même. C'est ça, ouais. Ouais, non, ça voilà. C'est sûr. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. C'était pas le. Ça te ramène à tes jeunes années, Olivier, c'est ça? Du coup, t'avais. Ouais, je suis passé par là aussi. J'ai étudié à Louvain-la-Neuve aussi, figure-toi. Mais donc, on disait, ouais, non, donc t'étais assez discipliné, en fait, depuis que t'as 16 ans, en fait. Donc là, ça fait à peu près 10 ans que t'es dans le sport et que t'as cette discipline. C'est quelque chose qui vient de famille, ça, ou c'est juste toi? Non, je dois dire que mon frère jumeau, lui, il adore sortir et tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que je me suis mis... En fait, je me disais, si tu fais du sport de haut niveau, tu dois un peu mettre tout en place pour y arriver. Et donc, quand je faisais du cyclisme,
voilà, j'essayais vraiment de mettre toutes les chances de mon côté pour arriver au plus haut niveau. Ça a été un peu difficile d'accepter le fait de pas pouvoir justement accéder à ce haut niveau en cyclisme. Mais bon, une fois que je me suis remis dans le triathlon et que j'ai découvert que j'étais pas mauvais et que je voulais atteindre des objectifs plus hauts, ben je me suis directement remis dans cette discipline. Et c'est vrai que mon petit frère, qui lui fait du cyclisme aussi à un haut niveau, lui, il a la même discipline que moi. Ok, mais c'est marrant. Qu'est-ce qui a fait que entre ton jumeau et toi, a priori, vous êtes quand même très similaires. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as été dans le haut niveau, dans le sport de haut niveau, et ton frère pas du tout, et que... C'est moi qui à 14 ans, je suis passé du foot au cyclisme, et lui, en fait, il est tout le temps resté dans le foot, et il faisait du vélo, allez, une fois de temps en temps, mais juste pour le plaisir. Et je pense qu'il a préféré rester de son côté dans le foot, le sport loisir, je veux dire. Après, il m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais, mais lui, se tenir vraiment un programme allez, beaucoup d'entraînement, pas trop faire la fête et tout ça. Lui, il préférait justement ce côté festif et tout dans les études et vraiment faire du sport pour le plaisir. Ok, donc c'est vraiment une question de personnalité. Même si vous êtes jumeaux, vous avez des personnalités très différentes, évidemment. Et donc, ouais, c'est ça. Ça doit vraiment être notre personnalité. Ok. Non, je trouve ça intéressant. Pour rebondir peut-être justement sur la partie personnalité, on le sait, pour pouvoir percer dans le triathlon, il faut beaucoup d'abnégation. Donc on en a parlé. Toi, tu es plutôt sérieux. T'as plutôt laissé de côté la partie sortie avec les potes pour te concentrer non seulement sur tes études, mais aussi sur ta préparation en triathlon. Maintenant, tu commences, comme tu le dis, surtout depuis cette année, à bien performer avec les sponsors, avec les partenaires. Ça commence à bien marcher. Comment est-ce que tu analyserais a posteriori ces 5 dernières années, peut-être passées dans le triathlon, ta progression et ton souhait d'aller toujours plus haut ou plutôt plus vite? Parce qu'en triathlon, l'objectif, c'est d'aller vite. Ouais, du coup, ma première année, c'était... j'ai fait donc le triathlon à Maretsu comme premier triathlon et puis directement le triathlon de Gérardmer. Là, pour donner une idée, je finissais 153e et en 5h35, je dirais. Donc c'était pas mauvais, mais c'était vraiment, allez, c'était pas exceptionnel non plus. Mais je me suis dit, allez, c'est vraiment là que je me suis dit que c'était vraiment un sport qui me plaisait. 3 disciplines, il y a toujours moyen de s'améliorer quand on en a, et puis quand on en a un peu marre d'une discipline, on peut un peu se concentrer plus sur une autre et tout. Donc c'était vraiment un super sport. Et donc oui, j'ai commencé l'année d'après à m'entraîner 10-12 heures semaine, puis je voyais que les résultats suivaient, donc je m'entraînais l'année d'après un peu plus. Là, c'est moi qui m'entraînais moi-même. Puis ça a commencé à bien marcher. J'ai fini dans le top 50 à Gérardmer. Je prends ça comme repère parce que j'y allais chaque année. Et en fait, il y a Alexandra Tonder, donc une triathlète pro belge, qui a voulu monter une équipe de jeunes espoirs belges. Et en fait, elle nous a fait passer il fallait envoyer un peu une candidature avec nos résultats et tout ça. Et j'ai été repris pour aller passer des tests à Louvain-la-Neuve, justement, avec quelques espoirs sportifs wallons. Et là, j'ai été retenu. Il y avait un test natation, un test course à pied. Bon, les 2 sports où je me débrouille le moins, je vais dire. Mais elle savait que j'avais des bonnes capacités en vélo. Et finalement, j'ai été retenu parmi ces athlètes pour intégrer cette team élite, je vais dire. Et donc là, c'est elle qui a commencé à m'entraîner. Et donc là, c'est vraiment devenu sérieux. J'avais des semaines beaucoup plus conséquentes en termes d'heures d'entraînement et tout ça. Et donc cette année-là, je finis 18e à Gérardmer. Donc ça, c'était vraiment encore une grosse progression. J'étais encore en catégorie d'âge et j'arrivais à battre quelques pros, par exemple. Et c'est là que je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc, j'ai mis toutes mes chances de mon côté. J'allais plus en cours. J'étudiais vraiment... je me levais, j'étudiais, mais en prenant les synthèses des autres. Et puis, comme ça, j'avais plus de temps pour m'entraîner. Et ça passait. Et voilà, les résultats ont suivi petit à petit. Et voilà, maintenant, l'année passée, j'ai pu faire mes premières courses en pro sur le label Challenge.
parce qu'en envoyant un peu nos résultats, on peut être accepté sans avoir une licence pro. Et voilà, j'ai fait une bonne saison l'année passée qui m'a permis cette année d'être reconnu comme élite en Belgique et avoir la licence pro pour tous les labels Ironman, Challenge et tout ça. Excellent. Raconte-nous un petit peu du coup ta bonne saison l'année passée. Oui, donc l'année passée, j'ai commencé par le triathlon, le Challenge Gran Canaria. En fait, c'était un peu la première grosse course en Europe post-Covid. Et donc, il y avait les Frodeno, les Patrick Lange, il y avait Léon Chevalier aussi qui était à l'époque pas encore super connu, mais qui avait fait une belle course. Enfin, il y avait plein de pros. On était 55, je pense. Et donc, moi, c'était ma première course en tant que pro. Donc, je me retrouvais sur la ligne de départ à côté de tous ces gars-là. Il y avait Sam Laidlow aussi. C'était vraiment hyper impressionnant. Et au final, j'ai fait une bonne course. Je finis 27e, je pense. Donc ça, c'était déjà un premier bon résultat. Ensuite, 27e sur les 55 pros, c'est ça? Sur les 55 pros et les 1000 age group aussi. Ok. C'est vachement bien parce que tu étais dans les 50, enfin, tu étais à la moitié des pros, quoi. Il y a quand même la moitié des pros qui étaient derrière toi, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Première course. Oui, c'est ça. J'étais vraiment content de cette course-là. Pourtant, avec la chaleur qu'il a fait là-bas, il faisait une 30aine de degrés. Et nous, on avait eu un mois d'avril, c'était en avril, on avait eu un mois d'avril assez froid en Belgique. Et donc, j'étais pas du tout habitué à cette chaleur et j'avais vraiment souffert en course à pied. Donc, c'est vraiment cette première course en pro qui a lancé ma saison. Puis, je suis parti en Autriche faire 2 courses challenge à Simpleton et à Walchsee au championnat d'Europe. Simpleton, je fais, je pense, 37e sur 80 pros et Simpleton 19e sur 50 au championnat d'Europe. Attends, et juste pour revenir sur ces courses-là, ou en tout cas sur le Gran Canaria, tu te retrouves sur la ligne de départ avec un Frodeno et compagnie. Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis putain, qu'est-ce que je fais là en fait, j'ai pas ma place, ou bien tu étais hyper confiant, tu te dis ça y est, c'est bon, je suis là où je dois être. Enfin, t'étais dans quel mindset? Je suis vraiment quelqu'un qui admire les professionnels et donc c'était mes idoles. Donc je me demandais pas qu'est-ce que je faisais là, mais c'était vraiment comme un rêve qui se réalisait. Maintenant, je suis pas un bon nageur, donc je savais que j'allais me faire bien distancer dès le début par ces gars-là, mais je voulais un peu me comparer à eux en vélo et tout et voir ce que j'étais capable de faire. Ouais, c'est vraiment plutôt un rêve qui se réalisait de me retrouver aux côtés de ces gars-là que je regarde à Hawaï et tout ça et là tu les as à côté de toi sur la ligne de départ, c'est magique. Tu m'étonnes. Pour rebondir un petit peu, tu fais 18e, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont devant toi quand même, il y en a 17 autres pros. 27. Oh, décidément. Bon, donc il y en a quand même pas beaucoup qui sont devant toi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens justement une fois que tu as passé la ligne? Alors, en dehors du fait de te dire, déjà, je suis arrivé au bout, déjà, je suis content d'être arrivé à la fin de ma première course de pro, mais qu'est-ce que tu ressens et comment tu te sens par rapport aux autres pros, notamment ceux que tu as laissés derrière toi? Ça m'a vraiment mis en confiance, me dire, OK, je suis à ma place, parce que voilà, c'était la première course parmi eux, donc je me disais, si je me retrouve dernier, je vais un peu me poser question et me dire, est-ce que c'est vraiment ça que je vais pouvoir faire plus tard et est-ce que je suis à ma place? Mais ici, donc finir à la moitié plus ou moins, ça m'a permis de me dire que j'étais à ma place. Maintenant, oui, si on compare à Frodeno, j'avais quand même perdu 20 minutes, je pense. Donc ça reste un niveau modeste, mais ça, comme c'était ma première course avec eux, je me disais qu'il y avait clairement encore moyen de grappiller des places et du temps dans les mois et les années à venir. Quand tu me dis 20 minutes, c'était quoi le temps total? Juste pour avoir un peu une idée. Je pense qu'il avait fait ça en 3h50, 3h46 et moi en 4h06, un truc comme ça. Ok. Ouais, donc c'est déjà très costaud, quoi. Oui. En fait, j'étais content, mais comme j'avais eu dur avec la chaleur en course à pied et tout ça, je savais que je pouvais encore faire mieux. C'est ça aussi qui m'a dit, je me suis dit, c'est bien, tu fais dans la moitié, mais il y a encore vraiment des points d'amélioration et t'es capable de mieux. Donc,
je savais que je pouvais aller chercher quelques places en plus si j'avais été dans vraiment une bonne journée. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que à ce moment-là, tu tires ces constats-là, que si tu avais été dans une meilleure journée, tu aurais pu encore faire mieux. Donc, ça te donne des axes de progression. Comment est-ce que tu travailles sur ces axes de progression ? Tu nous disais tout à l'heure que du coup, là, tu étais accompagné dans la team dont tu fais partie. Est-ce que c'est ton coach ou tes coachs qui gèrent ça ? Est-ce que c'est toi qui mets l'accent sur certains entraînements ? Comment se passe un petit peu justement cette reprise en main, cette amélioration des capacités que tu cherches à aller développer ? Oui, donc à ce moment-là, depuis 3 ans maintenant, je suis entraîné par Nicolas Darvan. Et donc ça me dit quelque chose. Donc c'est mon entraîneur qui m'accompagne dans la préparation et c'est clair que lui, c'est principalement lui qui gère les axes de progression et tout ça. Maintenant, c'est vrai que clairement, on communique beaucoup et j'ai mon mot à dire et on essaye on est souvent d'accord, hein, mais on se met d'accord sur les principales choses à travailler. Et voilà, moi, c'est clair et net que c'est en natation et en course à pied qu'il y a les plus gros progrès à faire, donc on essaye de mettre l'accent là-dessus. Sur ces conseils, je suis accompagné par quelqu'un d'autre pour me filmer en natation, me corriger techniquement et tout ça. Donc, on a essayé de travailler ça depuis le début de cette année. Et voilà, on commence à voir la différence au niveau de ma technique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en course à... Attends, je me permets de te couper. Tu veux dire qu'il y a un mec qui est là, à côté de toi, à chaque fois que tu nages, pour te filmer, ou c'est juste certaines séances spécifiques ? Non, ce sont certaines séances spécifiques. C'est des gens que j'ai rencontrés à un stage de la Ligue francophone début d'année ici en avril. Donc ils sont 2 et ils viennent, je dirais, une fois toutes les 2 semaines m'accompagner, me corriger, me donner des exercices techniques à faire et alors me filmer avec une GoPro dans l'eau pour voir ce que ça donne. C'est vrai que ça c'est important parce que souvent dans la plupart des coachs de triathlon, en tout cas qui coachent un peu à distance, ils t'envoient des plans d'entraînement mais ils sont pas forcément là pour te corriger sur ta technique. À la limite, en course à pied et à vélo, bon, la technique est peut-être un petit peu moins importante, même si il y a quand même des choses évidemment à corriger. Hein, je dis pas l'inverse, mais c'est vrai que souvent dans la natation, on conseille d'avoir aussi quelqu'un qui puisse corriger la technique en plus, quoi. Oui, ça c'est super important. C'est vrai même si quelqu'un vient nous voir nager et nous donne des exercices à faire, si on les applique après pendant 1 mois ou même plus, on croit qu'on fait bien le mouvement, alors que si ça tombe, pas du tout. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui revient voir régulièrement pour te dire que non, ton bras, il est pas devant toi, mais il reste quand même bien à droite ou quoi. Et ça, c'est important. Ouais, parce qu'en fait, on réalise pas du tout quand on nage. On a l'impression de nager super bien, d'être droit. En fait, tu regardes. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui auraient jamais fait ça, il faut absolument que vous le fassiez, même si c'est pas avec une GoPro, quelqu'un au bord de la piscine avec un téléphone, ça marche aussi. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, la plupart du temps, en fait, on nage un peu n'importe comment. Ou en tout cas, il y a des grandes marges de progression. Enfin, je parle pour moi en tout cas, mais je sais que souvent c'est comme ça. Ouais. Encore faut-il être en mesure de pouvoir analyser ça. Donc, c'est bien que tu aies pu trouver quelqu'un qui, justement, non seulement te filme, mais en plus analyse les éventuelles erreurs que tu peux faire ou les axes d'amélioration, on va plutôt appeler ça comme ça. Et puis ensuite, te donne des exercices pour travailler ces axes d'amélioration. Et j'imagine, comme tu nous disais que tu les vois à peu près toutes les 2 semaines, et puisse voir un petit peu l'évolution des exercices que tu as pu faire et voir si ça va dans le bon sens ou éventuellement recadrer. Donc ça, c'est sur la partie natation. Juste un petit conseil quand même, si vous avez une GoPro ou un iPhone, que vous mettez ça dans l'eau et que vous voulez filmer, demandez quand même au maître nageur avant à la piscine, parce que sinon ça peut mal finir pour l'entraînement. Ce serait dommage d'être banni de la piscine. Et du coup, est-ce que tu as aussi cette même démarche sur la partie course à pied ou c'est uniquement en natation ? Non, en course à pied, c'est vrai que j'ai une technique qui n'est pas très bonne et donc on essaye de travailler ça aussi. J'ai suivi quelques cours, je vais dire, avec un préparateur physique. Je vois de temps en temps mon entraîneur avec qui on va faire une séance piste ensemble à Louvain-la-Neuve et il me donne des exercices à faire, il me corrige et de nouveau il voit
ce qui va pas, parce que quand on court, on pense aussi qu'on court bien, mais moi j'ai toujours un défaut que je parviens pas à faire partir, et il me donne des exercices, il réévalue ce qui va mieux et ce qui va toujours pas bien, et on essaie de travailler ça aussi. Mais parlons-en justement, parce que c'est vrai qu'on a pas vraiment abordé. On a déjà eu des podologues, on a déjà eu des marathoniens, on a eu des ultra-trailers, on a eu pas mal de gens qui faisaient la course à pied, évidemment, mais c'est vrai qu'on parle rarement des postures. Bon, là, on est sur un format audio, donc ça va être compliqué de vous montrer, mais toi, en plus, t'es kiné, donc je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir ton point de vue. C'est quoi ton gros défaut en fait, course à pied? Mon gros défaut, c'est ma hanche qui casse à chaque fois. Donc, j'ai mon pied qui part vraiment vers l'intérieur et ma hanche vers l'extérieur. Et quand mon pied est en l'air vers l'arrière, il tourne aussi fort vers l'intérieur. Donc, en fait, ça fait vraiment un mouvement qui serpente. Voilà, on dirait un peu un canard boiteux de temps en temps. Mais donc, c'est ça un peu ma posture qui n'est pas bonne, et ce qui est difficile dans la course à pied, c'est de savoir un peu d'où ça vient, si c'est un mauvais maintien abdominal, un mauvais maintien du bassin, ou simplement le schéma de l'élan de la jambe qui est mauvais. Et donc voilà, ça prend du temps, et on progresse petit à petit. Ça va quand même mieux qu'il y a un an. Et toi qui n'es pas coureur à la base, mais on le répète, tu es cycliste à la base, est-ce que tu dirais que ça prend autant de temps à progresser ou à apprendre de meilleurs mouvements en course à pied qu'en natation, ou en natation c'est encore plus compliqué, encore plus technique? Ou peut-être tu es plus accompagné en natation? C'est difficile à dire. Je pense c'est vrai que je suis plus accompagné en natation, donc là je commence vraiment allez, on voit la différence. J'avais vraiment des mouvements même parasites qui ont disparu maintenant. Alors qu'en course à pied, on améliore, mais on corrige pas vraiment tout à fait, parce que il y a aussi, mon articulation est peut-être un tout petit peu différente. Enfin, les articulations sont différentes d'une personne à l'autre, et ma posture, je peux l'améliorer, mais vraiment la corriger, je pense que ce sera pas possible. Et donc, c'est quand même un peu plus facile de corriger les mouvements en natation que toute la technique en course à pied. C'est marrant, parce que pendant que tu nous dis ça, alors évidemment, là c'est de l'audio et puis nous on est en visio, mais pendant que tu nous dis ça, on voit que tu bouges un peu la hanche. On dirait que c'est un peu un geste réflexe pour corriger ta position. Ouais, c'est vraiment allez, j'ai vraiment... Je sais pas si vous m'aviez vu courir à Menin, mais c'est un mouvement qui me hante maintenant, parce que j'ai vraiment toujours l'impression d'avoir une bonne technique quand je cours, mais quand je me vois après sur les vidéos, je me dis oh là là, ça ressemble pas à grand chose. Donc oui, ma hanche qui part, c'est j'arrive bien, ouais, c'est un mouvement que je peux montrer facilement, parce que ouais, c'est un mouvement que j'ai en tête depuis des années et que j'essaie de faire partir, mais ça prend du temps. Et en fait, c'est quoi le problème de ce mouvement-là? En gros, donc, pour résumer, c'est ton pied qui est pas dans l'axe, entre guillemets, de ta foulée. Donc, ton pied part vers l'intérieur, et puis c'est ça. Ouais. Et puis, quand il vient se déposer, c'est vers l'extérieur, c'est ça? Quand il est au sol, il est vraiment vers l'intérieur. Et ma hanche vers l'extérieur. Et du coup, ça fait que j'ai un peu une position... Un peu comme les modèles, c'est ça? Dans les défilés de mode, où il y a un pied devant l'autre, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Et il fait du mannequinat, en fait, Victor. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais du coup, oui, à cause de ça, j'ai un peu une posture vraiment de coureur assis, un peu comme Sanders, hein. Oui, j'allais le dire, tu parlais de canard boiteux, désolé Lionel, mais... Ouais. Bon, je suis pas certain qu'ils nous écoutent, mais bon, si c'est le cas, ouais, désolé. Et du coup, je perds beaucoup d'énergie au niveau des quadriceps et tout ça vraiment pour ralentir ce mouvement, au lieu d'utiliser cette énergie pour relancer un nouveau pas. Donc Et c'est un mouvement que tu fais, ce mouvement parasite, tu le fais plus quand tu cours lentement, quand tu cours vite? Plus quand je cours lentement. Je dirais que je le fais vraiment plus à des allures
d'endurance, de marathon jusqu'au semi-marathon. Mais une fois que je commence à faire de la VMA, le mouvement est meilleur. Tu vois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Voilà. Tu cours tes semi et tes marathons sur Ironman à 3,30 au kilo, c'est bon. Ouais, si j'arrive à faire ça, ma technique devrait être meilleure. Ouais. Mais après, c'est vrai que de manière générale, on a tendance à avoir une meilleure foulée quand on va plus vite. Quand tu vas vite, tu regardes un sprinter, ils sont sur la pointe des pieds, ils ont une foulée, ils ont une beaucoup plus belle foulée que le marathonien, surtout quand en général tu as la fatigue qui commence à s'accumuler aussi, et donc forcément ta foulée est beaucoup moins jolie au kilomètre 35 qu'au kilomètre 5, quoi. C'est ça, et puis surtout en triathlon, tu as la fatigue du vélo et de la natation avant, donc voilà, je pense qu'à partir de la moitié du semi ou du marathon, la technique de un peu tous les triathlètes, bon, sauf les meilleurs mondiaux, commence à régresser. Et ça, chez moi, ça se voit encore plus, et c'est vraiment quelque chose que je dois travailler. Et alors, comment tu travailles ça? Par beaucoup d'éducatifs, beaucoup de multibons et tout ça. Et c'est vraiment essayer d'avoir une bonne posture quand je cours, une bonne posture en l'air quand je fais ces bonds. Et donc, quand je reviens au sol entre les bonds, vraiment être dynamique et pouvoir relancer sans perdre toute cette énergie de terrien, parce qu'il y a les terriens et les aériens. Moi, je suis terrien, donc je m'écrase vraiment sur le sol. Et c'est vraiment essayer de repartir plus vite et rebondir vers l'avant. On peut faire une petite parenthèse peut-être sur la différence terrien-aérien pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, les coureurs terriens, ils ont un peu cette posture assise quand ils courent, et l'attaque talon, ça c'est assez caractéristique. Et donc, on vient mettre plus de travail au niveau de la chaîne antérieure, des quadriceps et tout ça. Et alors, les coureurs aériens, c'est vraiment on dirait qu'ils rebondissent sur le sol, et ils ont plutôt une attaque avant-pied. Parce qu'on parle aussi souvent de justement attaque talon ou attaque avant-pied. Finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est ce qui permet effectivement, est-ce que tu es plutôt dans une dynamique de ressort ou est-ce que tu encaisses le coup à chaque fois? Et en termes de prévention des blessures aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant. On en a parlé pas mal aussi avec Blaise Dubois, la clinique du coureur. Il y a cette tendance justement du minimalisme où on promeut justement des chaussures qui se rapprochent le plus du pied nu, parce que encore une fois, quand on est pieds nus, on a tendance à protéger naturellement notre corps, et donc à utiliser plus notre chaîne postérieure. Donc on va plus le sentir dans le talon d'Achille déjà, dans les mollets, dans les ischio-jambiers. Oui, tout à fait. Et ça, on le ressent aussi beaucoup quand quand on monte, par exemple, quand on fait des côtes ou qu'on monte des escaliers. Typiquement, pareil, là, on sent que c'est la chaîne postérieure qui travaille. Oui, exactement. En côte, on a vraiment plus tendance à attaquer de l'avant-pied, du coup, dû à la côte, et à avoir cet exercice de travail aérien et la chaîne postérieure qui travaille plus. Comment on fait si on ne sait pas? Il y a peut-être des gens qui ne savent pas, est-ce que je suis terrien ou aérien, j'en sais rien. Je peux demander à quelqu'un qui me filme, mais je n'aurai pas forcément de comparaison. Comment est-ce que je fais pour savoir? Faut savoir que c'est pas toujours blanc ou noir. Il y a aussi des personnes qui sont un peu entre les deux. Le mieux, c'est de filmer, évidemment. Maintenant, il y a aussi des tests. Par exemple, si on fait des squats et qu'on descend vraiment très bas, les coureurs terriens auront vraiment une stabilité plus importante que les coureurs aériens. Et un coureur aérien, par exemple, s'il fait simplement des sauts, il saura sauter beaucoup plus haut que quelqu'un qui est terrien. Donc ouais, mais c'est toujours mieux de filmer pour un peu comparer avec quelqu'un d'autre. C'est intéressant. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut voir aussi à l'usure des chaussures, des semelles? Oui, ça clairement. Un coureur aérien va plutôt, comme il a une attaque au niveau de l'avant-pied, avoir les semelles qui sont plus usées au niveau de l'avant et médio-pied, et quelqu'un de terrien aura les chaussures super usées au niveau de l'arrière. Ça, c'est quelque chose qu'on sent énormément. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les chaussures minimalistes avec du zéro drop, etc., où en fait on a très peu d'amorti, ou qui vont nous obliger un petit peu à travailler justement cette attaque avant-pied.
Et je sais que, moi, typiquement, j'ai acheté mes premières chaussures de semelle carbone, mais qui sont pas du tout, qui sont complètement maximalistes. Hein, pour le coup, c'est pas du tout quelque chose de naturel. Et alors, en fait, j'ai cette espèce d'énorme talon, j'ai un drop qui est vraiment très grand. Et les premières fois que j'ai couru avec, ça me faisait bizarre parce que j'ai naturellement, je cours j'ai une foulée plutôt avant-pied. Et donc, en fait, j'ai l'impression d'attaquer avant-pied, mais j'ai un espèce de truc au niveau du talon qui vient quand même taper le sol. Ça fait très bizarre au début. Et c'est vrai qu'il faut s'habituer, en fait. Et on avait Johan Durand, justement, sur le podcast, qui est un des grands marathoniens du moment, qui lui disait les semelles carbone, c'est très bien. Il y a un avantage incontestable pour la course, pour la compétition. Mais par contre, il ne faut pas courir avec ça tout le temps, parce que ça va impacter en fait ta foulée. Donc il vaut mieux que tu t'entraînes avec des chaussures peut-être un peu plus minimalistes justement, avec des semelles un petit peu plus fines, etc., pour vraiment bien travailler ta foulée. Et le jour où tu as une course, une compétition ou quoi, là, mets tes chaussures de performance entre guillemets. Faut pas les découvrir évidemment, faut s'habituer un petit peu à la chaussure aussi, mais c'est bien que la majorité des entraînements soient quand même faits avec des chaussures qui vont permettre justement de garder cette bonne foulée saine finalement. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Les chaussures carbone, j'essaye de les privilégier vraiment pour les compétitions. Maintenant, pour certaines séances de vitesse, j'aime bien de les mettre vraiment pour essayer de retrouver cette foulée. En fait, comme moi je suis assez terrien, et que les chaussures carbone, elles rendent vraiment mieux pour quelqu'un qui est aérien, j'essaye vraiment de ressentir cette foulée que j'ai, qui est un peu plus aérienne quand je fais de la vitesse, et donc vraiment trouver la bonne attaque au niveau du pied pour essayer de reproduire ça en compétition. Maintenant, c'est évidemment plus difficile de pouvoir garder cette foulée sur 21 ou 42 km que sur mes intervalles de 300 mètres sur la piste. Oui, ça c'est sûr, on est d'accord. Mais par contre, tu dis que les semelles carbone sont plus orienté pour les personnes qui ont une foulée aérienne. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand tu as l'attaque au niveau de... Enfin, c'est difficile de montrer juste en audio, mais quand tu as l'attaque au niveau... Je pense, hein, maintenant je me trompe peut-être, mais que quand tu attaques au niveau de l'avant-pied, la semelle carbone rend vraiment mieux l'énergie que quand tu attaques au niveau du talon. En fait, elle te pousse vers l'avant, elle te propulse quand tu attaques avec l'avant-pied. Quand tu attaques avec le talon, c'est plutôt même l'effet inverse. Ok, d'accord. Ça, je savais pas. D'accord. C'est une image que j'ai, mais honnêtement, j'ai jamais vraiment fait de recherche non plus, mais c'est mon ressenti. Ok, bon, à confirmer avec un des podologues qui sera passé sur le podcast, voilà. Mais on confirmera avec Blaise Dubois, on lui redemandera. Ouais, mais pour moi, c'est vrai que, après, pareil, je parle de sensation. Moi, j'ai cette sensation qu'avec des chaussures, typiquement des Vaporfly, moi, c'est ce modèle-là que j'ai l'impression que justement, je vais plus pouvoir, quand je serai fatigué, je vais plus pouvoir attaquer avec le talon et que j'aurai justement cet amorti que j'ai pas forcément dans d'autres chaussures. Mais encore une fois, il y a deux choses très différentes. Il y a la semelle de carbone, c'est une chose, et il y a la mousse qui est encore une autre chose, quoi. C'est vraiment deux technologies différentes. Et il se trouve que elles sont un peu complémentaires, elles vont un peu ensemble aujourd'hui, mais c'est deux choses différentes qui ont des effets en fait très différents. C'est ça, oui. Donc, la mousse est peut-être plus pour les terriens entre guillemets, pour avoir cet amorti talon, là où la plaque carbone justement peut-être va plus jouer sur cet effet ressort qu'on va chercher justement dans une foulée aérienne. Oui. Ok, bon, voilà, on serait peut-être un peu dans les techniques, mais. Ok, mais donc du coup, ça, tu travailles avec des éducatifs. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais qu'en course à pied, c'est ton coach qui essaye de te corriger, d'identifier les axes d'amélioration et donc de te corriger, notamment quand tu fais des séances sur piste. Malgré tout, tu nous disais aussi tout à l'heure que
selon la vitesse à laquelle tu cours, et on peut imaginer aussi selon le type de terrain, tu vas pas forcément avoir la même foulée. J'imagine que si tu fais Gérardmer où la partie course à pied est plutôt en mode trail, alors que si tu vas faire l'Ironman de Nice où là c'est un marathon le long de la promenade des Anglais, tu vas pas forcément avoir ni la même vitesse ni le même type de foulée. Du coup, comment est-ce que tu fais un petit peu pour analyser tes axes d'amélioration au long cours sur des séances qui ressembleraient plus à tes allures ou à tes foulées de compétition? Et le corollaire à ça, c'est est-ce que tu t'entraînes toujours tout seul ou est-ce que tu t'entraînes avec d'autres membres de ton club notamment? Malheureusement, je m'entraîne beaucoup tout seul parce que je suis un peu décalé au niveau des entraînements. Je travaille plus le soir et fin de matinée. Et je m'entraîne vraiment le matin et début d'après-midi typiquement quand tout le monde travaille, sauf le week-end. Le week-end, j'essaye de rouler, d'aller courir avec un ami du village qui court vachement bien et qui lui peut me tirer sur certaines séances de vitesse, allure. Allez, que ce soit en vitesse ou en allure semi-marathon, marathon, il peut m'aider, donc ça c'est chouette. C'est sympa d'avoir un voisin qui fait le lièvre à tes vitesses. Ouais, ça doit pas se trouver partout. Non, c'est clair. Lui, c'est vraiment super chouette d'avoir quelqu'un, un voisin comme ça qui court super bien et qui peut faire le lièvre en course à pied. Et à côté de ça, il est vachement costaud en vélo aussi, donc on se tire la bourre aussi à vélo, donc c'est vraiment chouette. C'est bien. Allez, moi je sens vraiment une grosse différence pour tenir mes allures et tout ça quand il y a quelqu'un à côté de moi ou même derrière moi. Quand on va faire mes séances de vélo, il se met dans ma roue et je me dis ok, il faut que je tienne le rythme et que je lui fasse mal et je peux pas lâcher parce que si je lâche, il sait bien que je dois tenir une demi-heure à cette allure et si j'arrête après 20 minutes, voilà, il y a quelqu'un qui le voit et donc c'est chouette d'avoir quelqu'un qui est là et qui te pousse vraiment à t'en tenir à tes entraînements. Il y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il se mette pas à la natation parce qu'après il va te faire de l'ombre. Ouais, ça il voudrait mieux pas. Mais mais franchement, ce serait chouette d'avoir des gens avec qui nager aussi. C'est un peu limité ici dans le Namurois au niveau club et tout ça, donc c'est pas évident. En fait, il y avait 3 piscines, il y en a plus que 2, il y en a une qui ferme une semaine sur 2, donc je pouvais aller nager avec un club de nageurs, mais comme moi je suis un triathlète et que je fais pas les compétitions avec eux, ben voilà, ils sont un peu privilégiés par rapport à moi et je me mets un peu de côté quand il y a trop de monde dans les couloirs, donc pour l'instant je peux pas aller nager avec eux. Il y a un an je nageais avec eux et ça me tirait vraiment vers le haut aussi. Vu que tu aimerais te mettre dans le tri à 100%, tu penses à un moment déménager pour ça, aller t'installer. On a eu beaucoup d'athlètes, par exemple, sur le podcast qui sont du côté de Montpellier. Tu vois, dans le sud, avoir des montagnes pas trop loin, la mer pas trop loin. C'est des choses auxquelles tu as déjà pensé ou pas? Oui, c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé. Moi, si j'avais l'occasion de pouvoir être à temps plein au niveau triathlon, c'est vrai que je resterais pas ici parce que c'est un peu compliqué au niveau des infrastructures et aussi des partenaires d'entraînement. Donc moi, ce que je rechercherais, c'est vraiment un groupe d'entraînement plus dans le sud, soit dans le sud de la France ou du côté de Gérone. Je pense que Gérone, c'est une super région. Il y a beaucoup de triathlètes pro dans ce coin-là aussi. Ouais. Et ouais, ça me plairait vraiment bien d'un jour pouvoir aller là-bas. Ou au Portugal aussi, c'est vrai qu'on en a eu pas mal. On en a eu pas mal aussi dans ce coin-là. Donc il y a un peu des hubs comme ça, c'est vrai, du coin de Montpellier, du coin de Nice, du coin de Gérone en Espagne, du Portugal, je sais plus où. C'était le groupe de Claire Michel qui s'entraînait là-bas. Donc il y a un peu quelques hotspots comme ça pour les triathlètes, c'est vrai. Ouais, c'est chouette, hein, mais je pense que il y a rien à faire. Pouvoir être à plusieurs à chaque entraînement, ça, il y a vraiment une émulation de groupe et bon, après il faut toujours faire attention et respecter ses allures et pas aller s'exploser à vouloir suivre les meilleurs dans chaque sport. Mais il y aura toujours quelqu'un qui est juste un tout petit peu plus fort que moi ou juste de mon niveau dans un des sports et avec qui on pourra vraiment
s'aider pour réussir nos séances et se tirer vers le haut. Ouais, puis ce qui est cool aussi dans ce contexte-là, c'est que en fait tu fréquentes des gens qui sont dans le même délire que toi. Donc en fait, au-delà de tes entraînements, tu vas parler avec des gens qui sont dans le triathlon à 100%. Je sais pas si c'est ton cas aujourd'hui. Tu vois, est-ce que tous les gens dans ton entourage proche aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous à fond dans le triathlon? Tu nous diras, peut-être pas forcément. Non, pas forcément. Ouais, pas vraiment. Pas du tout. Mais pas non, du tout. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que c'est hyper important. Moi, je le vois bien. J'ai la plupart de mes potes de longue date. Après, j'ai des très bons amis qui font du triathlon, mais mes amis vraiment de longue date que je connais depuis 10, 15, 20 ans, ils sont pas dans le triathlon, quoi. Donc, forcément, on n'a plus le même mode de vie. Je veux dire, le samedi soir, on fait pas la même chose, le dimanche matin non plus. Tu vois, on est vraiment un peu en décalage. Et c'est clair que si tu peux faire en sorte que tout ton entourage il soit exactement aligné avec toi, ça c'est l'idéal, quoi. Ouais, c'est sûr que ça pourrait faire vraiment la différence. Et puis, s'entourer d'amis qui pratiquent le triathlon. Moi, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais. J'ai maintenant, oui, évidemment, quelques grands amis que j'ai rencontrés dans le monde du triathlon, qui se débrouillent vachement bien aussi, qui aspirent à être pro dans les années à venir. Et le rêve, ce serait de pouvoir partir avec quelques-uns d'entre eux, rejoindre d'autres triathlètes qui sont déjà dans un groupe d'entraînement dans un chouette endroit. Et alors là, ce serait vraiment parfait de pouvoir partager toute la vie qui tourne autour du triathlon et pouvoir apprendre aussi les uns des autres par rapport à nos routines, à tout ce qu'on fait pour essayer d'être le meilleur. C'est prévu pour quand, ça? Ça dépend de tes résultats. Ouais, ça dépend, oui, de mes résultats, des opportunités qui s'offriront à moi. Oui, comme je dis aussi de mes amis, je sais que il y en a un qui va terminer la kiné l'année prochaine et il sera plus libre après pour pourquoi pas si on n'est pas pro, pouvoir partir au moins dans ce coin-là et travailler un petit mi-temps en kiné tous les deux et de l'autre côté pouvoir faire le triathlon ensemble par là. Bon, si jamais tu viens dans le sud de la France, moi je suis à 2 heures de Montpellier, donc t'oublieras pas de passer par chez moi. et j'ai un projet d'ouvrir un centre d'entraînement sportif, donc faire intervenir des kinés. Donc voilà, on pourra rester en contact, Victor. Ah oui, génial. Voilà, t'as déjà trouvé un mode de reconversion, entre guillemets. Ouais. Pour revenir sur ma question de tout à l'heure, justement en course à pied, comment est-ce que tu fais pour ajuster un petit peu tous tes points d'amélioration si, on l'aura bien compris, tu t'entraînes pas forcément dans les mêmes conditions que tes conditions de course? Je veux dire par là, la foulée, le terrain, la vitesse, et donc forcément des points d'amélioration qui varient selon ces paramètres-là. Oui, on essaye vraiment d'avoir un entraînement tourné spécifiquement vers les objectifs. Quand on sait que l'Alpe d'Huez ou Gérardmer étaient des gros objectifs cette saison, c'est des parcours qui se ressemblent, qui sont vallonnés, un peu avec pour l'Alpe d'Huez un peu de trail aussi. Donc j'avais vraiment des entraînements tournés là-dessus avec des rythmes à tenir sur des parcours vallonnés près de chez moi. Le triathlon de l'Alpe d'Huez, c'est vallonné au niveau de la course à pied, mais on peut le reproduire en Belgique. Les côtes, c'est jamais que 1 kilomètre, 1,5 kilomètres. Donc, il y avait vraiment moyen de travailler ça. Gérardmer, je suis parti m'entraîner là-bas début juillet pendant 10 jours pour vraiment m'entraîner sur le parcours. Voilà, quand je prépare un Ironman vraiment plat ou quoi, là, j'essaie d'aller courir plus sur le Ravel et sur le long de la Meuse, près de chez moi, pour vraiment reproduire des conditions plus semblables à celles de la course. Bon, pour Gérardmer, moi, il y avait un triathlon que je m'étais vraiment bien éclaté, c'est Eupen, en Belgique aussi. Et c'est vrai que les conditions sont assez proches entre Eupen et Gérardmer. C'est un peu de trail, c'est très vallonné. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Est-ce que toi, tu l'as pratiqué, ne serait-ce qu'en préparation justement pour Gérardmer? Oui, j'ai pratiqué un peu de trail et d'entraînement spécifique, avec le rythme que je voulais tenir sur la course de Gérardmer, sur des parcours un peu trail et tout ça.
Ah oui, et sinon des compétitions qui s'en rapprochaient. Mais c'est vrai que j'ai fait, par exemple, le triathlon de Couvain en Belgique. Bon, c'est des triathlons un peu régionaux, mais qui étaient aussi vraiment vallonnés, que ce soit en vélo et en course à pied. Et donc reproduire ça aussi sur des compétitions qui sont pas vraiment des objectifs, mais qui permettent de préparer ces courses qui viennent après. Alors justement, on parle un petit peu de préparation. Là, on enregistre en septembre 2022. Toi, qu'est-ce que tu as dans ta musette pour la fin de la saison, enfin la fin de l'année 2022, et puis après les saisons à venir? Alors pour la fin de saison qui arrive, moi j'ai encore trois courses qui sont quand même 3 beaux objectifs. J'ai dans 10 jours les championnats de Belgique à l'Iron Lakes en Belgique, au lac de l'Odeur. Ça, c'est une course qui existe depuis 3 ans et qui grandit vraiment petit à petit et qui attire de plus en plus de monde et qui va devenir une référence dans les années à venir. Et voilà, comme c'est les championnats de Belgique, j'aimerais bien vraiment bien y prester parce que l'année passée, j'étais tombé à Menin en championnat de Belgique à vélo et voilà, j'avais pas su faire la course que j'attendais. Maintenant, l'Iron Lake, c'est un parcours qui me convient mieux et j'espère vraiment être bien préparé pour celle-là. Ensuite, le 16 octobre, je participerai au 70.3 de Cascais au Portugal, donc c'est sur Ironman. Et le 25 octobre, j'ai encore un Ironman complet en Israël. Et voilà, ce sera le gros objectif de fin de saison pour finir la saison en beauté. Et à l'Iron Lake, tu pars sur quelle distance? Sur le demi aussi. Donc deux Alpha Ironman à un mois d'intervalle et pour terminer en apothéose sur un Ironman. C'est ça, ouais. Wow. ouais. J'avais un peu fait la même chose l'année passée. J'avais enchaîné quelques Alpha Ironman et terminé par un Ironman la saison et ça m'avait bien plu et bien réussi. Donc j'ai envie de continuer dans cette optique-là et comme ça, après, je pourrais faire une coupure vraiment en me disant, OK, t'as fait une belle saison avec, en finissant en espérant une belle course sur Ironman et pouvoir récupérer 2-3 semaines tranquilles. Alors justement, j'allais te demander, j'allais essayer de rebondir là-dessus. Ça veut dire quoi pour toi une pause, une récupération? C'est 2-3 semaines sans rien faire ou c'est quelques jours où tu fais vraiment rien et puis après une remontée en charge progressive? Ça dépend un peu. Il y a deux récupérations différentes. Il y a les récupérations en saison après une grosse course. Par exemple, quand on a un Ironman qui tombe en pleine saison, après la récupération, c'est toujours un peu active pendant une semaine. Moi, j'ai des entraînements vraiment légers et à l'envie, donc je m'entraîne un peu comme j'ai envie, si j'ai envie, et en m'amusant surtout. Et puis la semaine après, on recommence un petit peu plus sérieusement, mais sans trop forcer. Et puis alors on rentre dans des cycles d'entraînement. Par contre, quand on finit la saison, là c'est vraiment 2 semaines où je déconnecte et oui, évidemment, j'ai envie de faire du sport pendant ces 2 semaines-là, mais j'essaie de me freiner, faire un petit peu de VTT juste pour le plaisir dans les bois. Ouais, parce que j'ai toujours ce besoin d'être dehors et d'être un peu avec la nature. Mais donc 2 semaines de repos et puis une semaine où on reprend calmement et puis on recharge progressivement. C'est marrant parce que t'écoutais, moi je suis aussi coaché par Nicolas Darvan, qu'on salue d'ailleurs, j'espère qu'il nous écoute. Il a intérêt. et qui a coécrit le livre Devenir triathlète avec nous, donc ouais, il a plus qu'intérêt. Et c'est marrant parce que du coup, quand je t'écoute, je reconnais un peu la méthode d'Arvan. La patte de l'entraîneur. Voilà, sortie 3 heures à vélo aux sensations. Pour reprendre ces mots, donc c'est marrant parce que je le reconnais bien là. Ça ressemble un peu à ce que me fait mon coach aussi avec du au feeling, sans la montre. Bon, si tu pouvais quand même mettre le cardio et la montre dans la poche juste pour avoir le suivi, ce serait bien, mais ne la regarde pas. Je sais pas si votre coach fait ça aussi. Non, pas à ce point-là. Mais...
Et du coup, donc ça, c'est après l'Ironman, justement, tu vas poser 2 semaines, tu vas faire 1 semaine de reprise progressive, tout ça pour t'amener doucement sur la saison 2023, mais justement, la saison 2023, et puis voir les saisons suivantes, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors, dans les saisons qui viennent, j'aimerais bien vraiment continuer à progresser sur la distance demi et Ironman, vraiment me tourner progressivement vers la distance full, parce que je pense que c'est celle où je peux le mieux me défendre par rapport à mes qualités de cycliste, où en fait après 180 km à vélo, allez, la plupart des gens sont bien cassés et ont plus de mal à courir. Et moi, je pense que c'est justement mon point fort, c'est qu'après le vélo, j'arrive à courir en fait aussi vite que sans vélo. C'est un peu bizarre, mais Ouais, disons que tu t'échauffes sur le vélo, quoi. Ouais, mes temps sur semi-marathon à sec sont les mêmes que sur semi-marathon après le vélo. Et c'est plus ou moins la même chose. Enfin, j'ai jamais fait de marathon à sec en fait, donc ça je sais pas dire. Mais donc ma force c'est un peu que j'arrive vraiment à bien encaisser le vélo et à pouvoir courir derrière. Donc sur Ironman où ça court moins vite, c'est plutôt des allures qui me correspondent mieux. Je pense que je serai jamais quelqu'un qui pourra courir son semi-marathon sur demi en 3:15. Ça, je pense qu'il faudra vraiment des grosses modifications à la fois au niveau de ma technique et de ma physiologie. Mais par contre, courir un marathon en dessous des 3 heures, en 2h50 ou quoi, après un gros vélo et aller chercher un bon résultat sur Ironman, c'est vraiment quelque chose que je me vois réaliser. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va aller. Et oui, les courses qui me font rêver, moi pour l'instant, c'est les courses assez difficiles, genre justement Gérardmer. Je pense que l'Embrunman, c'est quelque chose que je rajouterai à mon calendrier d'ici peu. Et puis oui, toutes les courses qui sont difficiles sur la partie vélo, donc l'Ironman de Lanzarote, celui des Pays de Galles et tout ça, c'est vraiment ce que j'affectionne. Les courses toutes plates où ça roule vraiment un peu en pack, où il y a parfois un peu, ça joue avec le drafting, et où la course est un peu scellée déjà après la natation, pour l'instant, c'est pas mon truc. T'iras pas faire Barcelone, quoi. Oui, c'est ça, Barcelone, Vitoria, ouais, toutes les courses plates, Mona. Mais Vitoria, il y avait pas tellement de drafting. Non, parce qu'il n'était pas beaucoup chez les pros. Ouais, Léon me disait que ça suçait bien les roues à l'avant, ouais, quand même. Hein, parce que Léon Chevalier a eu du mal à prendre le départ, il a eu un petit souci dans le parc avant de partir. Ouais. Et il voyait que devant, ça roulait quand même bien en pack. Enfin bref. Bon, tu parlais de courses un peu difficiles, donc l'Alpe d'Huez, ça rentre dedans aussi, évidemment. Ouais, l'Alpe d'Huez aussi, que j'ai déjà fait 2 fois. J'ai découvert la course l'année passée. Ça s'était bien passé, j'avais fait vraiment une bonne course, j'avais fini 13e. J'y suis retourné cette année en voulant faire mieux. Et ouais, ça s'est pas bien passé cette année. J'ai eu des crampes en arrivant au pied de l'Alpe d'Huez alors que j'étais 7e à ce moment-là. Je sais pas trop d'où elle venait parce que j'avais fait un vélo vraiment plus en gestion. Mais oui, l'Alpe d'Huez, ça s'est pas bien passé cette année, mais j'y retournerai. Ouais, et dans les courses un peu difficiles, voire extrêmes, est-ce que t'en mets certaines au calendrier, comme par exemple un jour le Norseman, qui est là où, enfin, la particularité du Norseman, c'est plus jouer avec le froid, plus que le dénivelé ou autre. Oui, bah ça, dans ma carrière pro, non, parce que je pense que c'est pas une course qui est super conseillée au niveau de la santé et ouais, en tant que pro, j'irai pas là-bas, mais une fois que je finis ma carrière pro, ça c'est sûr que c'est vraiment une course qui pourrait m'intéresser. Oui, je pense que, allez, je dirais plutôt après la carrière professionnelle. C'est une course qui est vraiment à part, hein. Je veux dire, enfin, c'est un format très différent au niveau de la course à pied. Enfin, c'est limite plus une épreuve un peu d'aventure qu'un triathlon classique, quoi. Donc, c'est ça. Tu t'entraînes spécifiquement pour le Norseman. Bon, ça a rien à voir avec tout ce que tu peux trouver sur parcours Ironman, par exemple, quoi. Ouais, je pense que c'est pas vraiment oui, comme tu dis, une course qui est différente, vraiment, même si c'est la distance Ironman, c'est la course à pied, si je me trompe pas, ça fait que monter dans les fjords et tout ça, et t'arrives au sommet, donc c'est une préparation qui est encore différente. Et alors je disais,
que c'était pas hyper conseillé pour les pros, ben, ça c'est mon avis, mais je pense qu'il y en a justement aucun qui va là-bas. Et je pense que c'est une course où tu peux vite tomber malade, prendre froid, et en pleine saison comme ça, c'est pas le top. Donc c'est pour ça que je garderai ça plutôt pour après. Juste pour le délire, j'allais te dire que le froid, des fois, ça fait pas de mal pour la récupération. Bon, on l'aura bien compris. Ça, c'était juste pour être ironique. Mais par contre, ça m'amène à la question qui est comment est-ce que tu gères ta récupération? Parce que tu bosses à mi-temps. Tu nous as dit tout à l'heure, en demi-teinte, on a bien compris que le fait de bosser, ça impactait un petit peu ta récupération. Et donc, forcément, ça impacte aussi ton entraînement. Donc, ton idée, si tu passais à temps plein, ce serait pas forcément d'augmenter la charge d'entraînement, mais plutôt d'améliorer ta récupération. Donc, comment est-ce que tu récupères? Est-ce que, justement, la cryothérapie, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que le froid, le chaud, les électrodes, comment est-ce que toi, et qui en plus est de la partie, puisque tu es kiné, tu fais pour récupérer après tes entraînements de manière générale et encore plus après des grosses séances? Oui, au niveau de la récupération, j'essaye vraiment, moi, de mettre l'accent sur la nourriture et le sommeil. C'est vraiment les deux grands axes. Moi, je suis plutôt de ceux qui privilégient la récupération active. Donc, pour moi, ce sera toujours mieux d'aller faire une petite séance de natation tranquille ou un petit vélo tranquille que de rester à rien faire dans son fauteuil. Maintenant, en tant que kiné, c'est vrai que j'essaye de me masser ou de me faire masser quand j'en ai l'occasion. J'ai pas encore d'électrodes à disposition, donc ça c'est quelque chose que j'achèterai dans le futur. Cryothérapie, c'est assez difficile d'accès dans le coin, à part prendre des douches froides. Enfin, c'est pas de la cryothérapie, mais un peu jouer avec les changements de température, froid-chaud, avec les bains et les douches froides, ça je fais de temps en temps. Donc oui, mais c'est le plus important pour moi, c'est vraiment la nutrition, le sommeil et juste aller tourner les jambes en vélo, ça me fait toujours du bien. Tu dors combien d'heures par nuit? J'essaye de dormir. On se lève quand même toujours tôt pour aller s'entraîner, donc c'est jamais évident de dormir plus que 8-9 heures. Mais j'essaye d'être régulier et dormir ça toutes les nuits. Ce qui est déjà pas mal, parce que 8-9 heures, c'est énorme quand on est adulte et qu'on a une vie professionnelle et autres. Ouais, et en même temps, quand tu es triathlète pro, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas si long que ça non plus. Donc, ça dépend. Bon. Ça, tu le combines. Tu fais des siestes aussi? Quand j'en ai l'occasion. Il y a des journées de la semaine qui sont plus chargées, où j'ai plus de patients. J'essaie un peu d'avoir des journées où je fais plus de patients et des journées qui sont plus dédiées à l'entraînement. Les journées où je travaille plus en tant que kiné, c'est difficile de faire une sieste. Mais j'ai des journées le mardi et le jeudi où je peux vraiment me concentrer sur l'entraînement. Et là, j'ai souvent le temps de faire une petite sieste de 20-30 minutes, oui. C'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Ça reste hyper... c'est hyper bon pour ta récup et pour ton sommeil de manière générale, cette petite sieste en début d'après-midi. Et enfin, tu sens que ça fait du bien, quoi. Je veux dire, tu fais une grosse séance le matin, tu te fais un bon plat de récup sur le temps du midi, et puis tu te fais une sieste. C'est quand même, enfin, ça te coupe ta journée en deux. C'est trop bien. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'adore ça. J'en fais pas assez. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est assez rare malheureusement. Mais je trouve que ça change la vie, quoi. Ah, c'est sûr. Puis du coup, après, t'es reparti pour faire une grosse séance l'après-midi. Non, on a dit récup. Non, mais si, potentiellement. Mais je sais que la plupart des athlètes pros qui sont vraiment à 100% dedans, ils ont 2-3 séances par jour systématiquement, quoi. Donc la sieste, c'est vrai que ça devient un truc intéressant, quoi. Oui, c'est sûr. Quand je suis en stage, par exemple, et où j'ai vraiment cette vie de pro, tous les jours, je fais la sieste, comme tu dis, après un bon repas, après une grosse séance. En général, c'est assez typique. On va nager le matin, puis on fait une bonne séance de course à pied ou de vélo après. Et puis après, seulement tu prends ton repas de midi, même si parfois, quand tu as roulé 4-5 heures, il est parfois 2-3 heures de l'après-midi. Après, tu manges bien, tu dors un petit peu, et puis tu peux aller faire ta dernière séance de la journée. C'est le rêve, ça. On est d'accord. Les stages de tri, quand tu fais ça, tu t'entraînes, tu manges, tu dors. C'est ça, oui. C'est vraiment la vie de rêve. Bon, il y en a certains. La belle vie, on est d'accord. Pour un triathlète, c'est vraiment la belle vie, oui. Bah, c'est pas pour rien que les triathlètes, quand ils partent en vacances, ils font des stages de triathlon.
Bon, c'est peut-être un peu moins la vie rêvée pour les conjointes ou les conjoints, mais bon, écoute, on choisit aussi avec qui on se marie. On a parlé tout à l'heure un petit peu de tes objectifs à court ou moyen terme. En même temps, tu nous as dit que tu es pro maintenant sur tous les circuits, donc Challenge et Ironman entre autres. Est-ce que on aura la chance un jour de te voir peut-être à Hawaï avec ta licence pro de Ironman? Oui, c'est sûr que c'est une course qui fait rêver tout le monde, les championnats du monde Ironman. Voilà, pour se qualifier là-bas, c'est vachement chaud chez les pros. Il faut soit gagner un Ironman, soit finir deuxième derrière quelqu'un qui a déjà son slot. Il y a certaines courses, par exemple les championnats d'Europe, où il y a 4 slots et où c'est parfois un peu plus facile d'aller en chercher un. Mais pour l'instant, j'ai pas encore ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien pouvoir réaliser, me qualifier pour les championnats du monde. Qu'il soit à Hawaï ou pas, moi j'avoue que c'est pas la priorité, c'est vraiment me qualifier pour les championnats du monde. Je suis quelqu'un qui est moins résistant à la chaleur que la plupart de mes adversaires, donc si on change les championnats du monde et qu'on les met en Finlande ou quoi et pas à Hawaï, ou que ça tourne chaque année, moi ça m'arrangera. De toute façon, c'est pas un parcours c'est pas le genre de parcours que tu affectionnes le plus. Non, c'est vrai, un parcours assez plat, assez roulant, qui parfois, la natation est hyper importante à ce niveau-là, et pour l'instant ma natation par rapport à eux n'est pas bonne, et je serais vraiment handicapé pour tout le reste de la course. Petite question par curiosité, tu as fait l'Alpe d'Huez, Gérardmer, etc. T'es sur quoi comme vélo? T'as un vélo de route ou c'est un vélo de contre-la-montre pour ces... Toujours un vélo de contre-la-montre. Moi, j'ai la chance de pouvoir rouler avec un Cervélo P5, qui est un vélo de contre-la-montre, mais qui est assez léger par rapport à d'autres, et qui passe vraiment sur tous les terrains. Et Léon Chevalier, Clément Mignon, ils roulent tous là-dessus sur ces courses-là, et on voit la différence. On a eu la discussion justement avec Léon qui avait gagné l'Ambraman l'année passée, parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir que les mecs se font un col d'Izoard par exemple, qui est quand même un col hors catégorie, sur un vélo de contre-la-montre, quoi. Après, c'est clair que ce n'est que 20-30 km d'ascension sur un parcours de 180. Donc, voilà. Mais c'est un choix à faire, quoi. Ouais, c'est un choix à faire sur ces courses-là. Maintenant, il y a toujours des parties plus roulantes. À l'Alpe d'Huez, il y a vraiment des vallées, des faux plats descendants, faux plats montants, où le vélo de chrono fait vraiment une énorme différence. C'est vrai qu'on perd un peu de temps en montée et un petit peu dans certaines descentes, mais on en gagne vraiment plus sur les parties qui sont roulantes et où on roule à 50 à l'heure dans des longues portions de ligne droite. Ouais, à partir d'un certain niveau. À partir d'un certain niveau, c'est vrai. Je pense que tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir dire ça. Bon, alors du coup, roue pleine ou pas? Parce que ça aussi, ça a son impact. Et notamment quand tu es sur un vélo de chrono, quand tu as les jambes pour emmener les roues, dès que tu descends, tu es emporté par l'inertie, et donc ça joue aussi. Ouais. Par contre, il faut la traîner en montée. Oui, roue pleine, moi j'adore, mais par contre, je la mettrais quand même pas sur un parcours comme l'Alpe d'Huez ou l'Ambraman. Je garde ça pour les parcours plus roulants, et un peu moins dur que Gérardmer. Gérardmer, il y a 1900 mètres de dénivelé, je dirais qu'ici il y a 1500. Par exemple, au triathlon de la Haute-Meuse, c'était un peu ce rapport-là, et là je l'avais mis. Et là, on sent quand même que ça a un bel avantage. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme spécificité chez toi en termes de matos dont on pourrait discuter? Je pense par exemple au casque, parce que le casque qui va bien avec le vélo de chrono, ça va être le casque profilé. Est-ce que toi aussi tu es un adepte de ça, ou au contraire la pointe dans le dos quand tu montes à l'Alpe d'Huez, c'est un peu dérangeant? Alors moi, je suis un adepte du casque profilé. Je le mets sur toutes les courses, sauf les courses où il fait vraiment chaud, vraiment étouffant. Et cette année, à l'Alpe d'Huez, ils annonçaient 34 degrés dans la vallée. Donc, j'avais mis mon casque classique pour avoir plus d'aération et pouvoir vraiment me rafraîchir au niveau de la tête en me versant de l'eau. Donc, j'ai pas mis mon casque aéro. Et donc,
quand il fait vraiment chaud, je privilégie un casque avec plus d'ouverture. Bon, merci pour le bon tips. Je pense qu'on est plusieurs à se poser la question parce que quand tu arrives sur une course, il vaut peut-être mieux arriver avec les 2 casques et puis effectivement juger par rapport à la température ou la météo pour éviter de bouillir sous le casque. Oui, c'est sûr. Surtout dans les triathlons de montagne où tu montes un col pendant plus d'1 heure et où ça tape vraiment sur la tête. Ça, c'est bien de pouvoir se rafraîchir régulièrement. Ok, j'avais vu aussi que tu, peut-être qu'on arrive à la fin de l'épisode, tu avais lancé une activité de coaching aussi récemment. C'est ça, oui. Donc, tu nous en dis un peu plus? en plus d'être kiné, j'ai aussi un diplôme de coach sportif et j'ai commencé ça l'année passée. Donc j'ai entraîné pas mal de triathlètes, beaucoup de cyclistes aussi, quelques trailers. Et alors c'est vraiment une activité qui me plaît, plus que la kiné, à accompagner les gens à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient. J'entraîne depuis tout petit, depuis plus d'années, mon petit frère qui fait du cyclisme justement. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc maintenant, j'ai lancé un format de coaching où je peux également amener ma patte de kiné, donc avec des massages de récupération, une analyse des préférences motrices, justement un peu voir si t'es terrien, aérien, quels sont tes muscles qui sont plus faibles, plus forts. Et voilà, donc j'essaye de combiner un peu tout ça et offrir vraiment toutes mes connaissances au service des gens que je vais entraîner. T'as le temps de t'embêter un peu parfois? Très rarement. Bon, c'est bien. Écoute, Victor, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, il y a une dernière question qu'on pose systématiquement à nos invités, puisque le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Pour toi, et qui en plus est dans le triathlon depuis pas si longtemps que ça finalement, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Pour devenir triathlète, je dirais qu'il faut arriver à pouvoir avoir un planning organisé, pouvoir dégager des plages horaires pour s'entraîner dans les 3 sports, parce que c'est pas évident. Je dirais qu'il faut essayer d'être accompagné par quelqu'un, que ce soit des amis avec qui on va s'entraîner ou alors un entraîneur ou quoi qui nous suit, pour vraiment pouvoir aller s'entraîner quand on n'a pas envie de le faire. Prendre du plaisir, ça c'est le plus important, parce qu'on n'arrivera jamais à se pousser vraiment très loin quand on prend pas de plaisir. Voilà, le triathlon c'est un sport magnifique, donc je pense que quand quelqu'un l'essaye, il va rester dedans. Mais ouais, voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais. Ouais, et puis pour terminer, si on veut suivre un petit peu ton activité, si on veut essayer de te retrouver sur une course, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Donc moi je suis assez actif sur Facebook et Instagram. C'est sur Facebook que je poste. Moi, j'adore après chaque course mettre vraiment un long résumé de ce qui s'est passé pendant ma course et tout ça. Je me suis inspiré de, par exemple, William Manson. Il fait ça et j'ai toujours adoré lire ses comptes rendus, et donc je fais des comptes rendus vraiment complets. Ça, c'est plus sur Facebook, et alors sur Instagram, c'est plus des photos, des petits montages vidéo et tout de mes courses et parfois mes entraînements et autres. Et donc, c'est sous le nom de Victor Alexandre. C'est facile à trouver. Bon, de toute façon, on mettra le lien vers ton compte Instagram sur les notes de l'épisode, et puis après, on pourra renvoyer facilement, j'imagine, vers ton compte Facebook. Écoute, Victor, merci encore d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite bonne continuation, justement, pour tes 3 gros objectifs de la fin de cette saison 2022, et puis tout le meilleur pour les années à venir. Merci beaucoup, merci à vous deux, et à bientôt. Merci à toi, Victor. Salut. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.